Oui, je vous remercie beaucoup de votre question. L'Union des Français de l'étranger est une grande association représentative des Français de l'étranger qui a été créée en 1928 et qui est à l'origine de tous les droits qui ont été accordés aux Français de l'étranger. Cette association a été créée au départ pour faire en sorte que les veuves de guerre et les orphelins de guerre de la guerre de 14 soient reconnus à l'étranger aussi bien qu'en France. Et depuis son existence, l'UFE a continué à œuvrer pour tous les droits, que ce soit les droits politiques, la représentation politique des Français de l'étranger par d'abord le Conseil supérieur des Français de l'étranger, puis les sénateurs des Français de l'étranger, puis l'Assemblée des Français de l'étranger, les députés aujourd'hui, les droits sociaux, qui ont abouti à la création de la Caisse des Français de l'étranger. Nous insistons aussi beaucoup sur la scolarité, le réseau des écoles françaises à l'étranger, parce que l'enseignement, c'est le lien essentiel et la formation du citoyen français, aussi bien à l'étranger qu'en France. Nous sommes dans une centaine de pays, nous avons 170 sections que nous appelons des représentations. Nous sommes une association reconnue d'utilité publique depuis 1936. Et nous avons donc une très large couverture de Français dans le monde. Nous cherchons à rassembler, c'est pour ça que nous sommes apolitiques, nous sommes détachés de toute confession religieuse et appartenance politique. Ça ne veut pas dire que nous soyons neutres. Nous avons l'occasion de prendre position, parfois très fermement, quand les intérêts ou les droits des Français de l'étranger sont en cause. Et c'est arrivé déjà à plusieurs reprises. Nous sommes aussi très solidaires les uns des autres. Notre mot d'ordre, c'est l'entraide et la convivialité. Et l'idée centrale, c'est qu'aucun Français ne se sente seul à l'étranger. Voilà, si vous voulez, je peux vous présenter notre association de cette manière. Alors, François-Barry de Longchamp, vous êtes ancien ambassadeur de France. Vous avez derrière vous une longue expérience diplomatique à l'étranger qui vous a mené, si je ne me trompe pas, de Québec, où j'ai moi-même été en poste à Moscou, à Londres, à Washington, à Varsovie, à l'UEO, à Singapour. Et je cite là vos principales affectations, mais il y en a une autre que je souhaite évoquer. De 2002 à 2007, vous avez été pendant 5 ans, vous avez conduit la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France au Quai d'Orsay. Récemment. Oui. De 2002, pardon de vous corriger, de 2002 à 2007, oui. Oui, 2007, 5 ans. Pendant 5 ans, oui. C'est ça. Donc, pendant 5 ans, vous avez conduit la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France au Quai d'Orsay. Et récemment, lorsque les expatriés français ont entendu proclamer à Paris que le territoire français leur était désormais interdit au nom du combat mené contre la pandémie, votre sang n'a fait qu'un tour et en bon diplomate, vous avez fait appel de cette décision et le Conseil d'État vous a donné raison. Interdire le retour de Français en France, comme nous l'a dit sur cette même antenne le sénateur Roland Legleu, c'était du jamais vu, il fallait le faire comme on dit. Le sénateur Legleu a d'ailleurs salué votre courage et l'opiniâtreté dont vous avez fait preuve en livrant cette bataille plus que symbolique. Alors, que peut-on dire sur cet épisode quand même étonnant sur les relations franco-françaises? C'est un épisode effectivement très malheureusement caractéristique de ce qui se passe souvent, c'est-à-dire que les Français de l'étranger ne descendent pas dans la rue et donc ne sont pas considérés avec la même attention, et je le dis en pesant mes mots, que les ressortissants français ou que les habitants du territoire français ou des territoires d'outre-mer. C'est ainsi, par exemple, qu'ils ne sont pas non plus du tout considérés comme une catégorie représentée au Conseil économique, social et environnemental. Et quand j'ai lu le décret du 30 janvier qui créait ces soi-disant motifs impérieux pour qu'un Français devait justifier
en dehors de l'Union pour ceux qui habitaient en dehors de l'Union européenne. Et comme vous l'avez très bien dit, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai considéré que c'était une atteinte à un droit fondamental. Je me suis renseigné auprès de gens que je connais bien, puisque j'étais à la tête du réseau des consuls généraux de France à l'étranger pendant 5 ans. Donc si vous voulez, je ne voulais pas m'aventurer, et je me suis bien renseigné et assuré que c'était contraire aux droits fondamentaux. C'est même contraire à la déclaration européenne, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui dispose que nul ne peut être empêché d'accéder à son pays dont il est le ressortissant. Et donc, je suis, au nom de mon association, allé devant le Conseil d'État en référé suspension pour obtenir immédiatement la suspension de ce décret au nom de plusieurs arguments. Celui que je viens de vous dire, c'est-à-dire que c'est un droit fondamental. Autant les restrictions d'ordre sanitaire sont parfaitement légitimes, que ce soit les tests, que ce soit l'isolement, et d'autres mesures qui sont malheureusement souvent prises avec beaucoup de précautions et de retard quand on compare la France à d'autres pays. Mais il y avait une autre raison, c'était la discrimination évidente entre les Français de l'Union européenne et les Français des autres pays du monde. Dans l'espace européen, on y a ajouté d'ailleurs plus tard la Grande-Bretagne, les Français pouvaient accéder au territoire sans les Français et les autres. Il n'y avait aucune différence entre les Français et les autres ressortissants étrangers, pouvaient accéder au territoire français alors que ce n'était pas possible, sauf motif impérieux, pour les Français du Canada, du Mexique, etc., de Nouvelle-Zélande, de pays d'ailleurs qui étaient souvent beaucoup moins frappés par la pandémie que le territoire français. Donc ça n'avait strictement aucun sens du point de vue sanitaire, et ça a été beaucoup développé devant le Conseil d'État, et c'était parfaitement discriminatoire. Voilà ce qui nous a permis, et c'était une très bonne nouvelle, d'obtenir satisfaction par rapport à ce décret. Je pense que c'est plus qu'efficace, parce que c'est symbolique, c'est une question de principe, et j'espère que ça fera comprendre à nos autorités que nous avons des moyens de droit pour faire respecter les Français de l'étranger. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut aussi faire appel à d'autres moyens, et d'abord les plus légitimes qui soient, puisque nous sommes extrêmement légalistes, extrêmement légitimistes. C'est pour ça d'ailleurs que ce recours devant le Conseil d'État était inhabituel, puisque nous avons quand même l'habitude de nous inscrire dans le cadre de la plus grande collaboration avec le gouvernement, avec le ministère des Affaires étrangères. Donc c'était une situation inhabituelle et inattendue. En votre qualité de président de l'UF Monde, monsieur l'ambassadeur, quelles leçons tirer de ce combat qui est effectivement beaucoup plus que symbolique? Faut-il toujours rester vigilant pour défendre les expatriés français? Ah oui, il faut absolument être vigilant. Il faut que les Français de l'étranger se mobilisent pour je dirais, dans deux directions. D'abord, s'entraider, faire œuvre de la plus grande solidarité les uns avec les autres, et c'est ce qui se passe d'ailleurs le plus souvent, et aussi être en contact étroit avec les ambassades et les consulats de France qui forment un réseau extrêmement capable, efficace et plein de bonne volonté. Ce que je préconise, justement, c'est cette double action. C'est une action de solidarité, considérant que l'État ne peut pas tout, la sphère publique ne peut pas tout. C'est d'ailleurs un bon entraînement pour les Français de l'étranger de manière à faire face au recul relatif de l'État, je dirais hélas, et en même temps, il ne faut pas oublier que l'État français est dans le monde entier celui qui fait le plus pour ses ressortissants à l'étranger. Donc il faut relativiser nos critiques. Et c'est en fin de compte cette double action de vigilance
de solidarité qui nous permet de développer cette France d'outre-frontière qui contribue énormément au rayonnement de notre pays, parce que les Français de l'étranger, sur tous les continents, sont peu les ambassadeurs de la France. Alors, en 2012, vous étiez, monsieur l'ambassadeur, ambassadeur de France à Varsovie. À l'époque, Bronisław Komorowski, le président de la République polonaise, vous a élevé à la dignité de commandeur de l'Ordre du Mérite polonais. Vous êtes donc de ceux qui connaissent le livre de cette histoire de la France et de la Pologne, deux pays certes séparés par l'histoire, par l'Allemagne, mais traditionnellement proches et alliés depuis des siècles. Un livre dans lequel figurent de très belles pages de cette histoire commune. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces relations bilatérales qui sont pour le moins bien ternes? Comment expliquer que ces deux pays qui ont toujours été très proches se contentent de vivre aujourd'hui sur ces souvenirs, parfois tragiques? On pourrait poser la même question depuis Prague ou Bratislava. La France perd-elle chaque jour davantage son influence dans ces pays où elle a toujours été très forte? Les expatriés français dans ces trois pays, pour ne citer que cela, le ressentent. Qu'en pensez-vous? Je pense que nous avons une histoire longue et une histoire plus courte. Nous avons une histoire longue qui est, comme d'ailleurs le disait le général de Gaulle, la France et la Pologne sont des peuples qui se ressemblent énormément. Le malheur de l'un est toujours accompagné par le malheur de l'autre, quel que soit celui qui souffre le premier. Nos destins sont très largement liés et tout montre que nos peuples et nos nations sont très proches, aussi bien sur le plan sentimental, historique, que en ce qui concerne leurs intérêts objectifs. Et la distance, je dirais, le fait que soit séparé par la géographie n'est pas fondamental de ce point de vue-là, même si naturellement nos relations les uns et les autres avec le pays qui est entre les deux, c'est-à-dire l'Allemagne, est également très important, et nous sommes aujourd'hui d'ailleurs dans une relation très favorable puisque nous avons depuis la fondation de ce qu'on appelle le triangle de Weimar une relation trilatérale qui est très riche. Alors, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas parfois des intérêts divergents ou des postures qui nous blessent ou qui nous irritent ou qui nous déçoivent. Il est arrivé que la Pologne déçoive la France. Je citais parfois l'élection de Charles Quint, où comme empereur, où la Pologne avait voté contre François Ier, ce qui nous avait un peu chagriné. Il y a eu aussi des situations où la France a manqué à la Pologne au moment des partages, et puis plus tard, en 1939, et puis voilà. Et puis il y a eu des situations plus récentes où c'est la Pologne qui aurait pu se montrer plus proche de la France. Donc il y a de temps en temps des irritants, mais ça ne change pas le caractère profond de nos relations. Alors maintenant, aujourd'hui, il est habituel de s'en prendre à la conception que les uns et les autres ont d'état de droit. Nous n'avons pas toujours les mêmes valeurs. Nous sommes parfois séparés par notre relation à l'Église catholique. L'histoire est différente. J'essayais de le montrer en Pologne. La France a une relation avec l'Église catholique. L'État français a une relation d'État avec l'Église catholique, avec la papauté, le Saint-Siège, qui est différente de celle de la Pologne. Ça a des conséquences, parce que la religion, c'est quelque chose qui est très important dans la vie d'un peuple. Donc, la situation de la Pologne vis-à-vis des religions n'est pas la même que la France. Ça a des conséquences, effectivement, en termes de valeurs. Il y a par exemple, le refus de la France de considérer que l'Europe avait des origines chrétiennes a blessé, a choqué en Pologne. De même qu'en France, on est parfois surpris par aujourd'hui la conception un peu traditionnaliste de la Pologne vis-à-vis de certains problèmes qu'on appelle sociétaux. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour trancher ou pour donner raison ou tort aux uns ou aux autres aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, monsieur l'ambassadeur, l'Europe centrale, l'Europe orientale, depuis les pays baltes jusqu'au Bosphore, semble bien seule face à l'hégémonique projet de Vladimir Poutine de reconquête impériale pour établir, sinon les frontières, du moins l'influence de l'ex-URSS. C'est un fait. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est venu à Paris le 17 avril dernier
pour y rechercher l'appui de la France et de l'Allemagne, pays co-signataires des accords de Minsk. Rappelons qu'en 1994, son pays a renoncé à son potentiel nucléaire en signant, à la demande des Occidentaux, le protocole de Budapest, rendant à Moscou l'armement nucléaire dont il disposait, en échange d'une garantie de sécurité des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la France. Pays qui se sont tous engagés à respecter et à faire respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Une intégrité qui aujourd'hui est plus que menacée d'une invasion militaire qui ne dit pas son nom, comme la Crimée en février 2014 ou la Géorgie en août 2008. Le président Zelensky est malheureusement reparti de Paris la semaine dernière les mains vides, une attitude, comme on peut s'en douter, dans tous ces pays qui se sentent aujourd'hui directement menacés, des pays qui ne croient déjà plus en cette Europe, qui les abandonne pour s'en remettre désormais aux États-Unis et à l'OTAN. Pensez-vous qu'on va en Europe, en France comme en Allemagne, se réveiller et tenir nos engagements? Je rappelle qu'il n'y a pas que l'option militaire, mais que des sanctions véritables, seraient très efficaces. Quel est votre sentiment? Alors, mon sentiment, d'abord, je vous dirais que je connais bien le traité qui a été conclu à Budapest, parce que j'ai participé à sa formulation, étant donné qu'à l'époque, j'étais le chef du service des affaires stratégiques au Quai d'Orsay. Que donc, le renoncement de l'Ukraine aux armes nucléaires était un élément très important de la nouvelle Europe et de la non-prolifération des armes nucléaires. Et qu'effectivement, en échange, les puissances nucléaires en particulier se sont engagées à respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ce quoi la Russie a commis un certain nombre de manquements parfaitement évidents et sérieux. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute à avoir. Pour autant, la Russie est un partenaire très important de la France et de l'Europe occidentale. C'est également une évidence. Maintenant, ce que vous nous dites, c'est qu'est-ce qu'on peut faire si l'intégrité territoriale de l'Ukraine est en cause. Nous avons les instruments normaux des relations internationales. C'est pour ça que sans doute on est en paix. C'est parce qu'on est sur ces forces de veiller au respect de ces principes et ces règles. Si vous posez la question qu'est-ce que nous pouvons faire, il faut d'abord avoir une réflexion générale. Sans l'Ukraine, pour la Russie, c'est quand même une découverte, une grande stupeur de se découvrir en 1991 sans l'Ukraine. Sans l'Ukraine, la Russie doit découvrir ce qu'elle n'a jamais été, c'est-à-dire un État-nation. Elle a toujours été un empire, la Russie, n'a jamais été un État-nation. Et avec l'Ukraine, la Russie est un empire. Sans l'Ukraine, il faut qu'elle se trouve sa place comme État-nation. C'est un enjeu, c'est extrêmement important et c'est considérable. Donc, nous devons réfléchir à ça et nous devons être conscients de ça. Mais dans l'autre sens, c'est vrai que des pays qui sont proches, comme la Pologne et d'autres pays d'Europe centrale, savent très bien que si la Russie redevient un empire avec l'Ukraine, ils sont aussi au menu. Tôt ou tard, ils sont au menu, ils le savent. Et donc, ils préféreraient, et c'est un euphémisme, que chacun reste dans ses frontières actuelles. Maintenant, je ne peux pas vous dire, c'est pas mon rôle, je n'ai pas aujourd'hui les informations qu'il faut pour vous dire comment agir sur le plan techniquement, diplomatiquement ou autre pour faire face à je sais bien que l'actualité est très sensible dans ce domaine, parce que c'est pas seulement l'Ukraine, c'est le Caucase, c'est la mer Noire, c'est le rôle et le jeu de la Turquie et d'un certain nombre d'autres pays. Ce que je crois, moi, c'est que l'Europe fait fausse route en s'imaginant qu'elle pourra se passer de la puissance. L'Europe fait fausse route parce que la puissance gouverne le monde. Et si elle veut renoncer à la puissance, elle va renoncer aussi à exister. Il pourrait arriver à l'Europe sans la puissance ce qui est arrivé à la Pologne d'avant les partages, c'est-à-dire une grande zone de tolérance, de diversité, de prospérité dans la diversité, jusqu'au jour où les voisins mieux armés et prédateurs se débarrassent de vous.
et se partagent les restes. Donc l'Europe devrait être très attentive à ça. Peut-elle avoir la puissance? Veut-elle la puissance? Veut-elle contribuer à la paix et à la stabilité internationale? C'est des questions qu'elle doit se poser, qu'elle évite de se poser, qu'elle peut-être ne peut pas, auxquelles elle ne peut pas répondre. Et si elle ne peut pas y répondre, je suis très inquiet pour son avenir. Voilà. Mais il me reste, monsieur l'ambassadeur, à vous féliciter et à vous remercier pour ce combat en ma qualité d'expatrié et à vous remercier en ma qualité de journaliste cette fois pour avoir participé à notre émission. Je vous remercie aussi beaucoup de vos questions et de penser, comme vous le faites, à l'Union des Français de l'étranger, qui est une très belle et grande association. Merci beaucoup.